Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Michael Delovin. Il est actuellement Senior Player Experience Designer en freelance et le fondateur-président d'Ethical Game Jam, un concours de création de jeux vidéo ouvert à toutes et tous. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Pour ce nouveau numéro, je vous propose d'aller à la rencontre de Michael Delovin. Enfant, il rêvait de devenir magicien pour avoir le pouvoir de changer et créer de nouvelles réalités. Issu d'un milieu modeste, Michael a grandi dans un environnement hostile tant sur le plan personnel que scolaire. Il trouvera son salut dans les jeux vidéo qui deviendront son échappatoire, un exutoire, une bulle de sécurité. Atteint d'un trouble du déficit de l'attention, sa créativité, son esprit critique et son aisance à l'oral seront salvateurs dans son parcours. Il entame ainsi des études de design graphique, mais sa formation s'avérera complexe. Malgré tout, et à la force de ses convictions, il exercera le métier de graphiste et web designer pendant presque 10 ans, et ce, sans avoir obtenu son diplôme de fin d'études. Après cette première étape professionnelle et dans une recherche de quête de sens, Michael retournera à sa première passion, les jeux vidéo. Il décide à 31 ans de reprendre ses études malgré sa douloureuse expérience de l'enseignement. Il obtiendra un master game design inespéré, lui qui pensait qu'il n'était pas fait pour les études. Il collabore avec les plus grands studios de jeux vidéo tels qu'Ubisoft, Remedy Entertainment et c'est naturellement qu'il s'est spécialisé dans la création d'univers inclusifs et accessibles à toutes et tous. Et comme pour conjurer le mauvais sort, il est depuis octobre 2023 professeur en game design éthique à l'école Brassard, l'école des métiers de la création à Montpellier. Bonjour Michael. Bonjour Loubna. Alors justement, ça doit être une grande fierté pour toi d'enseigner alors que tu n'y étais pas franchement destiné. Non, surtout avec un parcours assez compliqué, un parcours scolaire compliqué en tant qu'enfant TDAH. Comme on le sait souvent, les enfants neuroatypiques rentrent pas forcément dans le moule ouais, c'est pas évident. C'est pas évident l'école. On est rarement mis en avant et plutôt mis de côté. Ça a été un chemin de traverse. Ouais, alors après j'étais pas non plus mauvais élève, mais disons qu'on me donnait pas l'opportunité de vraiment exploiter mon potentiel, je pense. Et justement, enfant, c'était quoi ton rapport aux jeux vidéo? Tu t'imaginais pouvoir en faire ton métier? Ah non, clairement pas. Non, c'est le déclic est arrivé bien plus tard. Le rapport, c'était tout le temps. Hein. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, notamment sur la préadolescence, où c'est devenu très rapidement une échappatoire. J'avais tendance à rester un petit peu enfermé dans le noir à jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller jouer dehors. Alors que paradoxalement, je suis quelqu'un d'assez extraverti et d'assez sociable. Mais sur cette période de ma vie, j'avais plus besoin de m'échapper dans un monde virtuel. Donc on peut rassurer les parents comme moi qui sont un peu inquiets de voir leurs enfants dans leur chambre, dans le noir, calfeutrés, qui veulent pas sortir. Quand on voit ton parcours, finalement, voilà, est-ce qu'on peut les rassurer? Oui, on peut les rassurer. Après, c'est comme pour tout, on peut pas faire une généralité, mais oui, des fois c'est des périodes de vie, et puis c'est surtout se poser la question de pourquoi mon enfant a autant besoin de s'enfermer dans un monde virtuel. Est-ce qu'il n'est pas mis à l'écart par la réalité? Est-ce que c'est toujours pareil, s'il y a une vraie addiction et qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, c'est se poser la question pourquoi mon enfant s'enferme autant dans ça. Donc ouais, toujours rester en alerte malgré tout, ça reste un petit je pense, signal faible auquel il faut être attentif. Oui, je pense. Ok. Alors, justement, tu es actuellement player experience designer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, tu veux que je t'explique l'intitulé que je me suis inventé, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Parce que je n'ai pas tout saisi. Effectivement, j'ai eu ce besoin et cette nécessité d'inventer un titre qui n'existe pas trop dans l'industrie du jeu vidéo. Pourtant, on a plein de titres et de métiers incompréhensibles, mais moi, j'en ai inventé un autre parce que je suis multidisciplinaire et que je voulais
pas m'enfermer, mais ça a été l'histoire de ma vie. Je voulais pas m'enfermer dans une case. J'ai fait plusieurs métiers, j'ai plusieurs compétences. Et Alors justement, tu peux nous expliquer cette multi-expérience qui fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être une vision plus globale sur la réalisation de jeux vidéo, la conception, pardon, de jeux vidéo. Oui, mais déjà j'ai ma première carrière qui forcément est là, où j'ai déjà été graphiste, web designer, où j'avais tout cet aspect artistique et visuel qui faisait partie de mon parcours. Puis j'ai appris le game design. J'ai aussi appris l'accessibilité quand j'étais web designer, puisque je faisais des sites internet pour les collectivités. Donc c'était pas très intéressant, je faisais des sites pour les mairies, mais il y avait déjà les normes d'accessibilité. Donc ça t'a beaucoup sensibilisé, voilà, en tout cas, j'ai été formé à en ce tout sujet. cas à faire des sites accessibles, mais c'était pas un combat à l'époque. Et bizarrement, à l'époque, je ne savais même pas que j'étais moi-même en situation de handicap, puisque j'étais diagnostiqué TDAH beaucoup plus tard. Donc j'avais ce besoin de trouver un intitulé qui allait englober tout ce que je souhaite faire, c'est-à-dire mettre les joueurs et les joueuses au centre de la réflexion, au centre de la conception. C'est pour ça que player, experience designer, concepteur d'expérience, joueur et joueuse en français, parce que on est obligé de rajouter si on veut parler de manière inclusive, collé à toute la différente approche et le fil conducteur qui est je crée des expériences pour les autres. Et qui va intégrer naturellement l'accessibilité, les personnes en situation de handicap, les sujets de la représentation, de la diversité, de l'inclusion en fait. En préparant l'émission, je me suis rendu compte en écoutant certaines de tes interviews que l'industrie du jeu vidéo en fait est la première industrie du divertissement. Quel constat tu fais justement de cette industrie aujourd'hui avec le recul que tu as et l'expérience ? C'est une industrie élitiste, sexiste, homophobe. Ah ouais, non, moi j'y vais pas avec oui, le dos de la cuillère. Ah, non, moi, je suis pas. Au moins c'est direct. Ah, mais moi je suis connu pour ça. J'ai pas la langue dans ma poche, j'ai pas la langue de bois. Non, c'est une réalité. Et en même temps, c'est l'industrie du divertissement la plus puissante aujourd'hui, avant la musique, avant le cinéma, qui a 10 ans, si ce n'est pas plus de retard sur tous les sujets de la diversité, de l'inclusion. Donc il y a un vrai travail à faire sur ça, et surtout, comme je l'explique souvent, dans les milieux modestes et des personnes qui n'ont pas forcément accès à la culture ou pour qui c'est plus difficile, il n'y a pas toujours des livres. Moi j'avais pas de livres à la maison, mais j'avais quand même la console de jeux vidéo. Donc aujourd'hui il y a une vraie responsabilité éthique et sociale dans les messages et les images qu'on véhicule pour sensibiliser et éduquer des jeunes qui n'ont pas forcément accès à ça. Le jeu vidéo, c'est une fenêtre sur le monde. Ouais, bien sûr. Et effectivement, c'est ce qui touche le plus les jeunes. Pour moi, le jeu vidéo, ça peut faire reculer le harcèlement scolaire, ça peut éviter des drames, comme j'en parle souvent, malheureusement, comme le petit Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé à cause d'agressions homophobes à l'école et de harcèlement homophobe. Si les jeunes ont régulièrement des sujets de la diversité qui sont normalisés dans leurs jeux vidéo, bien sûr, ça change ça tout. va naturellement et inconsciemment les éduquer et juste leur dire ça existe. Mais il semblerait quand même qu'aujourd'hui, alors de par ma petite fenêtre, on a le sentiment qu'il existe autant d'héroïnes que d'héros dans les jeux vidéo. Ou est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les femmes sont encore enfermées dans ces représentations sexistes, où tu sens qu'il y a une vraie évolution sur ces sujets, y compris sur la représentation des personnages dans le cadre des jeux vidéo? Alors oui, la diversité, une évolution, il y en a une, ça c'est clair. Après, elle est trop lente et elle n'est pas systémique. Au niveau occidental, il y a quand même beaucoup plus d'évolution. C'est un petit peu différent en Asie ou dans les pays comme ça, notamment les Japonais sur plein de sujets. Sont loin d'être encore ouf, notamment sur le handicap. Dans la culture japonaise, une personne handicapée, c'est une sous-personne. Donc il y a des choses comme ça où ils sont très très loin de le traiter. Non, il y a des évolutions, il y a de plus en plus de représentations hyper cool, comme je pense à Aloy dans les jeux Horizon, le dernier Horizon Forbidden West. On a des personnages comme Ellie dans le dernier Last of Us 2. Donc il y en a, mais pas autant et pas de manière égale. Et surtout, il y a d'autres sujets comme un héros principal d'un jeu solo blockbuster ouvertement gay. Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. On est en 2023. C'est vrai. Parce qu'il y a encore cette problématique où une héroïne lesbienne, ça passe encore. Ouais. Mais un homme gay qui va sauver le monde, ouais, non, on va pas y croire à ça. Donc il y a encore des sujets qui ont du mal à avancer et qui s'expliquent tout simplement par le fait que c'est une industrie qui est gouvernée et dirigée
à 98% par des hommes blancs, hétéros, cisgenres, quoi. Et tu es un des rares à parler beaucoup d'accessibilité du jeu vidéo pour les personnes en situation de handicap. Je crois que c'est 400 millions de joueurs en situation de handicap dans le monde. Qu'est-ce qui peut être mis en place, par exemple, pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des outils, des réflexes qu'il faut prendre pour pouvoir faire en sorte que ces jeux soient le plus accessibles possible? Ah oui, 400 millions, je crois que c'est même 430 millions, le chiffre a augmenté, et en plus de ça, c'est forcément plus, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas diagnostiquées ou qui ne déclarent pas. Donc, au-delà de l'aspect éthique et humain, si on est un petit peu intelligent, il y a aussi un intérêt mercantile à faire des jeux de plus en plus accessibles. Je n'osais pas le dire. Non, mais c'est vrai, moi j'ai pas de mal à le dire, le jeu vidéo c'est un produit. Après, si on peut faire d'une pierre deux coups, faire avancer des sujets humains et éthiques, et en plus faire de l'argent, voilà, je suis pas né de la dernière pluie, on travaille dans une industrie où on doit vendre des jeux vidéo. Les choses à faire, elles sont tellement simples, c'est juste essayer de se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre. Ouais. Vous fermez les yeux et vous dites, voilà, moi je suis aveugle, j'aimerais jouer à ce jeu vidéo, comment je peux faire? Énormément de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, sur le son, sur les vibrations, et c'est vraiment réfléchir tous les systèmes de jeu et toutes les mécaniques de jeu en prenant chaque sujet de l'accessibilité, donc chaque sujet du handicap, et se dire là, comment on fait en sorte qu'une personne à qui il manque une main, une personne qui est aveugle, une personne qui est sourde, puisse apprécier l'expérience au même niveau qu'une personne valide. Et ça se développe de plus en plus, on est plus attentif. T'as constaté une évolution là-dessus Ça se développe de plus en plus dans le sens où il y a de plus en plus de récompenses autour de l'accessibilité, Oui, avec des vrai. awards notamment. Après, ça reste pas une priorité pour certains studios. Vous avez Naughty Dog qui font les jeux The Last of Us, entre autres. Eux, ils sont à la pointe de l'accessibilité et ils ont toujours des options d'accessibilité à l'avant-garde. On peut jouer les yeux fermés à The Last of Us 2, donc les personnes aveugles peuvent jouer à The Last of Us 2, surtout que c'est un jeu qui est hyper complexe. D'accord. Il y a des combats, tout ça. Donc c'est comme quoi c'est possible ça en montre réalité. que c'est possible et c'est le meilleur exemple parce qu'en plus c'est un jeu qui est un succès commercial. Donc on peut montrer qu'on peut faire un succès commercial, le vendre et faire avancer des sujets éthiques et humains. Et en plus de ça, l'héroïne est lesbienne. Donc je veux dire, ils ont englobé tout un package en prouvant qu'on pouvait faire un jeu qualitatif tout en faisant avancer ces sujets. Après, un autre exemple, moi j'ai travaillé chez Remedy comme tu l'as dit. J'ai développé toutes les options d'accessibilité, toutes les alternatives d'accessibilité parce que bien sûr je suis arrivé en milieu de prod, ils n'avaient pas du tout travaillé dessus. Donc, Oui, parce que ça doit être pris bien en amont ces sujets si en réalité. c'est pas pris en amont, on Ouais, ne peut pas faire bien des sûr. miracles en fait. Il faut que ce soit intégré dans le processus de création, dans les processus de validation des designs. Sinon, c'est trop tard, on va se retrouver à bidouiller des trucs à la fin. C'est pour ça qu'on se retrouve d'ailleurs avec des options d'accessibilité et non pas des systèmes de jeu accessibles. D'accord, donc c'est qu'en option pour l'instant. Ah, mais de la majeure partie du temps, et même chez Naughty Dog qui fait bien les D'accord. choses, on a des options d'accessibilité. Moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est ok, les options d'accessibilité, c'est cool. Créer une expérience accessible dès le début. Là, c'est une vraie approche humaine. Et sur Alan Wake 2, que j'ai rejoint en milieu de prod, où j'ai fait tout le travail, j'ai découvert à la sortie du jeu qu'ils n'avaient pas intégré mon travail. Ah mais c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant parce que moi, je me vends en mode j'ai travaillé sur l'accessibilité d'Alan Wake 2. Et en Moi, fait, je les il ai y en a quittés pas. il y a 2-3 mois avant la sortie du jeu. Et là, quand je l'ai branché, je me suis rendu compte que 90% de mes designs n'avaient Et pas tu peux été intégrés. expliquer pourquoi ça n'a Parce pas qu'ils été n'avaient pas le intégré? temps. Ils n'avaient pas le temps et qu'ils ont dû finir le jeu et se concentrer sur d'autres aspects du jeu qui est, faut à minima que le jeu soit jouable et de qualité, et qu'effectivement, généralement, tout ce qui va être accessibilité va passer à la trappe si ça n'a pas été fait avant, quoi. Donc c'est hyper frustrant. Mais ça veut dire que de toute façon, ça ne sera pas fait non plus après. Ils peuvent sortir un patch où ils vont rajouter ça, mais c'est, je trouve ça horrible de dire bon, mais ça y est, 3 mois après, on vous sort un patch pour que vous puissiez enfin y jouer, surtout que le travail a été fait. Et surtout que je leur ai proposé parce que je savais qu'il y a plein de choses qu'on n'allait pas pouvoir faire. Par exemple, j'avais fait tout le design et vraiment tout ce qu'il fallait mettre en place pour faire de l'audio description et pour que le jeu puisse être joué par les personnes aveugles. Et ça, c'était trop tard parce que faire de l'audio-description aujourd'hui, c'est la moindre cinématique du jeu vidéo. C'est dire qui parle, qui est présent, quelles sont les émotions, quelle est la temporalité, est-ce qu'on est dans... Voilà, ça demande un travail conséquent. Mais ce travail, s'il est fait au moment de l'écriture des cinématiques et des scénarios, ça se fait très naturellement. Par contre, il faut tout le faire à la fin, il faut tout écrire de A à Z. Et je leur ai proposé de passer sur l'autre projet qui est en cours et qui est au début en leur disant mais là, si vous là, mettez on peut sur ce le faire, projet, ouais. là on va pouvoir le faire. Et là vraiment, vous allez pouvoir optimiser mon travail.
Et ils m'ont dit, ah ouais, non, on n'a pas trop le budget encore, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire sur l'accessibilité sur celui-là. Donc, ouais, c'est un peu se battre contre des moulins à vent, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter pour bosser pour des gros studios parce que je m'épuise à me battre et j'arrive pas à avancer de manière optimale ces sujets-là. Oui, puisqu'aujourd'hui tu es en freelance et tu t'es mis à ton propre compte. Aujourd'hui je suis plus dans la transmission en attendant de créer ma propre structure ou mon propre jeu en tout cas. Justement, tu parles de transmission. Actuellement, donc, tu enseignes. Ouais. J'imagine que c'est quelque chose que tu fais infuser dans tes cours, tu sensibilises tes élèves. Est-ce que tu as le sentiment que cette génération, elle est prête à avancer sur ces sujets, ou en tout cas à faire en sorte que ça avance plus fortement et plus vite? Cette génération me donne de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai plus d'espoir en les futurs acteurs et actrices de l'industrie du jeu vidéo que les acteurs et actrices actuels. C'est pour ça qu'il y a une vraie bouffée d'air frais à enseigner à des jeunes d'une vingtaine d'années. Et surtout sur des matières, je pense, qui sont uniques. Je pense que je dois être le seul professeur de game design éthique en France aujourd'hui. S'il y en a un ou une autre, manifestez-vous. Mais je suis content qu'une école m'ait donné l'opportunité et les moyens d'enseigner le design inclusif, le design accessible, la diversité et l'inclusion et comment créer des systèmes de jeux éthiques et humains. Et elles sont hyper contents. Là, je les ai fait poster un peu sur LinkedIn sur des sujets éthiques. Ils étaient à fond. Enfin, voilà, c'est hyper cool. Justement, tu parles souvent de responsabilité éthique et sociale des game designers. Tu peux nous expliquer exactement ce que tu mets à travers cette responsabilité éthique et sociale? Parce que tout le monde parle de RSE, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi à travers ton métier et tes enseignements aussi? Est-ce que tu enseignes auprès de tes élèves? Moi aujourd'hui c'est prendre conscience que le jeu vidéo c'est politique, qu'à partir du moment où on travaille, on s'exprime sur un média qui touche des milliards de personnes et qui est le premier divertissement du monde, ce qu'on véhicule à travers des mécaniques de jeu, à travers des expériences, c'est politique et c'est juste prendre conscience que on peut faire évoluer des sujets, faire évoluer les mentalités et accompagner des personnes. Le jeu vidéo c'est pas juste pour s'amuser, c'est pas juste du divertissement, ça a un vrai impact éthique et social sur la société. Oui, c'est une fenêtre sur le monde. Tout à fait. Et alors, justement, pour finir, c'est quoi tes prochains projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et sur quoi tu travailles actuellement? Beaucoup de choses. J'imagine. Hashtag TDAH. Là, j'ai les cours. Je fais du consulting aussi sur l'accessibilité. Donc, j'accompagne des gros studios de jeux vidéo sur leur approche de l'accessibilité. Donc là, c'est cool parce qu'on vient me voir pour apporter mon expertise. Donc, j'ai déjà pas besoin de me battre pour convaincre. Et j'ai l'Ethical Game Jam, effectivement. Oui. Alors, explique-nous qu'il y a un concours. L'Ethical Game Jam, ça va être un concours de création de jeux vidéo dédié à l'éthique et à l'inclusion. On tourne autour des mêmes sujets avec moi, vous l'aurez compris, il n'y a pas de surprise. Et encore une fois, c'est pour sensibiliser à ces sujets-là et faire émerger aussi des pépites du jeu vidéo. Comme je le disais, le jeu vidéo, c'est une industrie élitiste qui... faire des études de jeux vidéo aujourd'hui, la plupart des écoles, c'est des écoles privées à 7 000, 10 000 balles l'année. Donc forcément, ça coupe toute une tranche de la population des milieux modestes. Et c'est dommage parce que ça coupe toute cette population qui a peut-être des choses plus intéressantes à dire. Enfin, je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais il y a sûrement des choses, oui, il y a une richesse, des choses à dire. Il y a une richesse de la diversité née l'innovation. Et aujourd'hui, avoir des petits robots hommes blancs qui sortent tous des mêmes grandes écoles de jeux vidéo, forcément, ça n'aide pas à faire avancer ces sujets. Ça n'aide pas. Oui, et puis alors, je dis ça et en même temps, je suis prof dans une école privée, donc voilà, mais bon, je fais avancer les choses à ma manière. Mais sur une trentaine d'élèves, j'ai 3 filles, quoi. Oui, alors donc, justement, c'était une de mes questions. Tu fais bien de me le rappeler, mais c'est vrai qu'on est sur un secteur d'activité qui est la tech où malheureusement les jeunes filles désertent les écoles d'ingénieurs en informatique. C'est pas mieux dans les écoles de design, c'est ça, malheureusement? Non, dans le jeu vidéo, c'est toujours pareil sur les parties artistiques, le concept art, le chara design, on va plus avoir de filles, mais sur les parties plus techniques, le game design ou la programmation, le développement. Effectivement, il y en a moins et moi je suis persuadé que ça passera par le produit et que plus on améliorera les représentations, on créera des représentations positives des femmes, on fera émerger des vocations chez les filles qui iront un petit peu plus dans des études de jeux vidéo
parce qu'il est prouvé aujourd'hui que les femmes jouent autant que les hommes aux jeux vidéo. Oui, c'est quoi? C'est un joueur sur deux, c'est une femme, c'est ça? Ouais, il y a une étude américaine qui a montré que 50% des acheteuses de PS5 étaient des femmes. Et il y a un très bon exemple aussi chez King. King, c'est Candy Crush, pour ceux qui connaissent. Et c'est bête, mais Candy Crush, c'est un peu le jeu de la ménagère. Et il y a pas de problème de mixité chez King. Donc ça prouve bien qu'il y a beaucoup de filles qui jouent à Candy Crush et du coup qui naturellement vont aller s'orienter quand elles sont dans le jeu vidéo vers des studios où elles vont se sentir, je pense, acceptées en tant que femmes. Je pense que Naughty Dog n'a pas de problème de mixité non plus. Donc ça prouve bien que le produit agit aussi et attire des vocations chez les futurs acteurs ou actrices de l'industrie. En tout cas, merci d'avoir pris ce moment avec nous. Avec grand plaisir. De partage. Et puis, on te souhaite le meilleur. Et puis surtout, qu'il y ait de plus en plus d'accessibilité, de représentation juste dans les jeux vidéo. Et bravo. Merci, c'est tout ce que je nous souhaite aussi. À bientôt. À bientôt. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin,